et je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette journée porte ouverte des formations à la durabilité. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, que ce soit en présentiel, merci d'avoir fait le déplacement et bienvenue, ou en digital, pour une journée qui sera faite d'échanges, de débats, de réflexions, d'ateliers autour d'une question centrale: quelles sont les compétences pour conduire la transformation durable des entreprises? Tout au long de cette journée qui s'annonce passionnante, cette question sera le fil rouge de notre programme et trouvera, on l'espère, au gré des tables rondes, des discussions que vous aurez, des rencontres que vous ferez, des éléments de réponse que nous espérons riches d'enseignements pour vous. Pour ouvrir le bal, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette plénière autour du thème « Formation à la durabilité, où en est-on ?» Je m'appelle Antoine, je travaille dans l'équipe marketing d'Ecolearn et je serai le modérateur de cette plénière. Pour entrer dans le vif du sujet, je dirais que nous vivons depuis 3 ans maintenant une période d'accélération étonnante autour des questions du développement durable. La crise du Covid a fait émerger à la fois une prise de conscience sur les failles et les faiblesses de nos économies, mais a aussi fait naître une puissante réflexion sur le sens de nos modèles de vie, le sens du travail, de notre modèle économique et même de notre modèle de société, aussi bien à titre individuel que collectif. Accentuée par les crises que nous avons vécues depuis, qu'elles soient d'ordre climatique, géopolitique ou encore énergétique, l'histoire des 3 dernières années installe véritablement les questions de durabilité au rang de préoccupations clés pour nous. Ce qui a fait naître des besoins pour de nouvelles compétences dans la sphère de l'entreprise pour permettre d'apporter des réponses nouvelles en maîtrisant les codes et les outils du développement durable. Et cela, il faut le dire, dans un contexte où le marché de la formation n'était pas prêt. Il y avait peu d'offres, il n'était pas suffisamment mature. Et le vivier de talents aguerris aux questions du développement durable était à l'époque encore trop étroit. Ces 3 dernières années ont donc agi comme un tsunami dans le monde de la formation et du recrutement autour des métiers que l'on qualifie du durable. Pour démarrer cette journée de table ronde, nous vous proposons donc de commencer par un bilan, par un débat. Où en est-on 3 ans plus tard? Où en est maintenant le marché, que ce soit de la formation ou celui du recrutement? Quels sont les besoins des entreprises? Quelles sont les envies des collaborateurs, collaboratrices? Nous allons vous apporter des réponses de différents points de vue de l'angle des collaborateurs, d'une part, des dirigeants d'entreprise également, des décideurs économiques au sens large, vu de l'angle des recruteurs et enfin des centres de formation. On va passer à la slide qui présente nos intervenants-intervenantes. Magnifique. Nous aurons la chance d'entendre ce matin avec nous Fabien Sécher. Fabien, je commence par toi. Tu es le porte-parole de Jobs That Make Sense, la plateforme dédiée à l'emploi à impact positif, qui se donne pour objectif de réorienter le marché de l'emploi au service de la transition écologique et sociale. C'est une plateforme qui grossit et sur laquelle transitent par mois pas moins de 3000 offres qui sont postées. De l'autre côté, cette fois, nous avons Sylvie, petite gymnastique des yeux. Sylvie, tu as une double expérience en tant que membre de comité de direction en entreprise et presque 20 ans d'expertise dans le conseil en ressources humaines. Aujourd'hui, tu es à la tête du pôle Green Angels du réseau 137 pour sélectionner les profils très recherchés de l'économie durable et de la transition écologique. Nous aurons également la chance d'entendre Caroline Renoux. Bonjour Caroline. Caroline, tu as fondé Birdeo en 2010, qui est aujourd'hui un cabinet leader du recrutement spécialisé sur les métiers à impact positif et du développement durable. En 2019, tu décides d'aller encore plus loin en t'adressant cette fois à une population de cadres très expérimentés, celle des managers de transition et experts indépendants. Tu crées alors People for Impact, la première communauté d'experts freelance et managers de transition spécialisés sur les enjeux de développement durable. Et enfin,
Une figure que vous connaissez sans doute si vous êtes familier et faites partie de la communauté Ecolearn, Arnaud Herman, CEO d'Ecolearn et ancien directeur développement durable du groupe Accor Hotel. Je vous propose sans plus tarder de passer au temps des questions. Merci encore d'être avec nous. Arnaud, je commencerai par toi. Le thème de notre table ronde est formation à la durabilité. Où en est-on? Ma première question est simple. Pourquoi cette question aujourd'hui? Très bien. Merci Antoine. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir bravé le froid et la nuit pour venir si matinalement à notre première table ronde de la journée. J'imagine qu'en cette horaire matinale, on a au moins autant de succès en ligne, voire davantage. Donc, je pense qu'on est assez nombreux à être réunis pour cette première table ronde. Et merci à nos intervenants. Je vais effectivement me permettre de faire un pas de recul en arrière pour rappeler un peu dans quel contexte on s'inscrit, parce qu'on l'oublie parfois, et je pense que ceux d'entre nous qui étaient déjà engagés dans le développement durable il y a très longtemps, et je pense à Caroline qui est à mes côtés, mesurent bien ce qui s'est passé en si peu de temps. Et c'est parfois intéressant de faire cet arrêt sur image pour mieux comprendre la dynamique dans laquelle on est engagé et pour réfléchir à la dimension prospective. Donc, je vais témoigner à la fois en tant qu'ancien directeur développement durable du groupe Accor, que j'ai occupé pendant 7 ans jusqu'à 2020, et puis maintenant acteur de la formation et observateur de ces évolutions. Donc, si on revient en 2019, avant le Covid, parce que le Covid a clairement été un déclencheur, ce dont il faut prendre conscience, c'est que la question de la formation et la question de la dynamique de l'expertise et des compétences en développement durable était tout autre. Il faut savoir que les directeurs développement durable à cette époque-là, je témoigne de mon expérience, mais aussi de ce que mes pairs me partageaient pour le CAC 40, on va dire, puisque c'était très ciblé sur les très grosses entreprises. La dynamique était tout autre. Il s'agissait d'exister. Il s'agissait de faire reconnaître un sujet qui était perçu comme important. Le sujet avait voix au chapitre dans l'entreprise, mais la question de la durabilité n'était pas critique au sens où ce n'était pas un sujet récurrent et important des ordres du jour des comités exécutifs et des comités des conseils d'administration. Donc, on partait de là. En 2019, 2018 et antérieurement, voilà, les entreprises étaient actives, menaient des programmes ambitieux. C'était un sujet sur lequel elles avaient des comptes à rendre, mais on ne peut pas renier le fait que ce n'était pas un sujet qui occupait avec insistance l'enjeu et la stratégie, la préoccupation des dirigeants. Et donc, à ce titre-là, pour parler de la formation, qui est un des sujets qui nous préoccupe ce matin, moi, en tant que directeur développement durable de Accor, je ne me posais pas la question de la formation. C'était un non-sujet. Il n'y avait pas de bande passante pour proposer ne serait-ce qu'un élément de formation à ces équipes. Et moi-même, j'avais des correspondants, j'en avais 150 à travers le monde, qui n'étaient pas formés, et il n'y avait simplement pas la question de se dire est-ce que je vais les former? Voilà. L'objet était tout autre, c'était de faire émerger des sujets, de les porter, d'avancer des programmes. Donc, on était dans une phase véritablement défensive, et l'objet était plus d'exister. Et il faut reconnaître que cette crise sanitaire du Covid, qui a été un déclencheur, indéniablement, et on pourra revenir dessus, même si ce n'est pas trop l'objet, qui est un élément déclencheur, mais qui a été suivi de bien d'autres. Cette période des 3 dernières années a ceci d'assez caractéristique, c'est qu'on a connu une multitude de crises enchevêtrées, crise géopolitique, crise énergétique, crise climatique, qui n'est pas nouvelle, mais qui se révèle aujourd'hui de façon beaucoup plus bruyante. Chaque été, chaque hiver, on voit bien que la manifestation des changements climatiques se concrétise. Et cette succession de crises, indéniablement, a complètement transformé le rapport de force de la question du durabilité dans l'entreprise. Avec ce changement désormais avéré, c'est que cette question du développement durable, qui était importante mais pas critique, est devenue critique. Et donc aujourd'hui, la différence, c'est que ce sujet du développement durable est entré dans les ordres du jour des comités exécutifs et des conseils d'administration, parfois très maladroitement, parfois de façon mal appréhendée, mais la question s'est invitée avec force, et ça change beaucoup de choses. Alors, sans refaire l'histoire, mais pour prendre conscience qu'on est quand même dans une phase d'accélération intense et qu'on a un alignement de planète sur ces questions-là, je vais illustrer la puissance des transformations de ces 3 dernières années sur 3 différents sujets. Le premier, sous l'angle politique. On a la chance de vivre en Europe, où il y a une direction politique qui a été portée depuis quelques années, depuis la nouvelle mandature de la nouvelle Commission européenne, qui s'appelle le Green Deal. Il faut reconnaître que le Green Deal porte une vision relativement claire de ce que l'Europe veut faire en matière de transformation sociale et surtout environnementale.
Et ce qui est remarquable, c'est que ce Green Deal était un pari à l'époque où Ursula von der Leyen a été élue et sa nouvelle équipe également. Et ces 3 années de crise répétitive ont véritablement agi comme un stress test, comme diraient les banques. Et force est de constater que l'édifice a plus que tenu et que le Green Deal sort renforcé de cette période de 3 ans. Donc le projet politique qui était ébauché, qui était la feuille de route proposée politiquement il y a 3 ans, désormais est totalement validée. Et même la crise énergétique, dont on pouvait penser qu'elle allait complètement balayer les cartes, a renforcé en sortie le Fit for 55 et certains autres éléments du Green politique. Donc aujourd'hui, en Europe et en France en particulier, on est dans un schéma politique qui est extrêmement clair et on voit l'abondance, la pluie de textes réglementaires qui nous abreuvent et qui vont continuer de nous abreuver des années durant. Donc, ce schéma politique, il est ancré, il est acté, et je pense qu'il n'y a pas de risque d'évolution autre dans les toutes prochaines années. Un autre élément marquant qui, à mon avis, illustre les évolutions sur ces crises, c'est que ces crises mettent en avant des risques, et s'il y a bien une catégorie d'acteurs dont c'est le métier de gérer les risques, c'est les investisseurs. Et les investisseurs ont radicalement changé leur perception des risques de développement durable depuis 3 ans, à commencer par la crise sanitaire et les suivantes. Et donc, ces nouveaux paramètres de risque, qui sont les dimensions de changement climatique, environnementaux, sociaux, enfin surtout de changement climatique d'ailleurs, il faut le reconnaître, se sont fortement invités aussi dans les paramètres décisionnels des investisseurs, avec cette ESG qui se renforce fondamentalement. Et ça a bouleversé, alors adossé aussi à cette réglementation très importante qu'est la taxonomie verte européenne, mais l'association de ces 2 paramètres a profondément bouleversé le schéma de prise de décision immédiat et futur des investisseurs par rapport à leur détention et leur stratégie d'investissement moyen long terme. Alors, on n'en connaît encore que peu d'effets, mais il y a eu un changement d'état d'esprit qui est très important dans le monde de l'investissement aujourd'hui et qui va s'entraîner probablement. Et puis, il y a probablement un dernier facteur, et là, tu pourras probablement en témoigner plus facilement, Fabien, c'est que cette période de 3 ans a créé des brèches dans un schéma de société, dans un modèle économique qui était établi, dominant, qui est le système capitaliste libéral qu'on connaissait depuis 30 ans, qui s'est marqué par une globalisation assez marquée, avec tous les schémas qui se sont établis ces 30 dernières années. Et force est de constater qu'il y avait des signaux faibles qui nous démontraient que ce schéma démontrait quelques signes de perte de vitesse, de perte de mobilisation. Mais le Covid, encore une fois, et les crises complémentaires ont porté un coup de semonce assez violent à ce modèle. Et aujourd'hui, il y a énormément de voix qui émergent. Il y a plein de signaux qui permettent de le manifester. Alors, je pense que la grande démission en est un. La multiplication des recours d'ONG contre des États, contre des entreprises en est également un. Et puis, on pourrait multiplier les entreprises. Mais indéniablement, on peut considérer que la période de 3 ans qu'on a vécue porte les germes d'une interpellation assez profonde de notre vivre ensemble et du modèle de société qu'on porte et du modèle économique qu'on a développé ces 30 dernières années. Et ça, c'est important parce que c'est, à mon avis, selon moi, le cœur des enjeux de développement durable, c'est qu'il y a des enjeux techniques, on en reparlera, il y a des enjeux transformationnels, mais la question profonde qui se pose à nos entreprises et plus globalement à nos sociétés, c'est quel schéma de société voulons-nous et qui soit capable de réconcilier notre fonctionnement économique traditionnel, nos actions de tous les jours, notre comportement de consommateur, citoyen, avec ces enjeux sociaux, environnementaux tels qu'ils se présentent à nous et qui seront incontournables parce que la question climatique, elle va devoir apporter une réponse parce que de toute façon, elle ne s'arrêtera pas. Enfin, l'évolution du changement climatique ne s'arrêtera pas, quelle que soit l'évolution du comportement des êtres humains sur Terre. Donc, prenons en compte, et je vais essayer d'être bref pour laisser la parole à mes petits camarades, mais voilà, cette crise de 3 ans, en fait, cette succession de crises de 3 ans, elle a des conséquences assez profondes et elle a eu, je pense, pour conséquence, dont on ne connaît que les prémices aujourd'hui, de porter les prémices d'une évolution lourde des mentalités. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que après 3 ans, il faut reconnaître que ce sujet des questions de développement durable est une question qui se pose frontalement, massivement auprès des dirigeants qui ont tous pris conscience, politiques ou économiques, qui ont tous pris conscience qu'il y avait en ces éléments-là les germes d'une transformation extrêmement profonde avec des risques immenses, mais aussi des opportunités tout aussi immenses. Et force est de constater que les dirigeants qui sont aujourd'hui interpellés avec force sur ces questions de développement durable n'ont pas les codes.
Et donc aujourd'hui, la question de la formation, la question de la structuration des compétences qui ne se posait absolument pas il y a 3 ans, c'est invité avec éclat à tous les niveaux d'entreprise. Et on va le voir, ça cascade absolument, ça transcende tous les niveaux d'entreprise, avec ce constat de se dire, voilà, un sujet qui était totalement périphérique, qui était occupé par une niche, et je pense que Caroline peut en témoigner, aujourd'hui est un sujet de préoccupation majeure. Alors c'est progressif, je ne dis pas que ça a inondé l'entreprise du jour au lendemain, ça éclate avec puissance, notamment dans les comités exécutifs, dans les conseils d'administration, dont les représentants comprennent bien qu'ils maîtrisent mal ces questions-là, qu'ils n'ont pas les codes et qu'ils ont besoin de décrypter ces situations et de comprendre quelles sont les évolutions à faire porter dans leurs organisations pour connaître un meilleur alignement avec ces questions de développement durable. Voilà, je pourrais faire un focus sur les éléments de formation un peu plus tard et je vais peut-être laisser la parole à d'autres intervenants. Merci Arnaud. Tu parlais justement du fait que ces questions de compétences durables vont aujourd'hui cascader partout dans l'entreprise. Je me tourne maintenant vers Fabien. Fabien, via Jobs That Make Sense, tu représentes la voix des collaborateurs ce matin. La question que j'aurais pour toi, c'est: vous véhiculez cette dynamique à travers l'initiative Jobs That Make Sense, des gens qui veulent donner du sens à leur métier. Quel est le diagnostic? Quels sont les chiffres que vous posez aujourd'hui dessus? Quelles sont les transformations à l'œuvre? Et on aura une slide pour accompagner ça, il me semble. Oui, alors nous, en fait, effectivement, Jobs That Make Sense, on est la plateforme d'emploi à impact positif de l'association Make Sense. Et on a assez vite senti, ce que tu disais Arnaud, depuis la crise du Covid, cette accélération en fait de la quête de sens, même si c'est plus un accélérateur à mon avis qu'un créateur de quête de sens. C'est quasi philosophique, la quête de sens, on cherche toujours du sens dans ce qu'on fait. Mais ce qu'on voit, c'est que ça s'est vraiment accéléré. Donc, on a fait une étude avec Audencia, l'école de commerce, justement pour comprendre un petit peu où on en était de cette quête de sens et ce que ça voulait dire pour les gens. Ce qu'on a observé, c'est que c'est 92% des actifs qui se disent en quête de sens. Et on n'est pas les seuls. D'ailleurs, toutes les études qui ont été faites sur le sujet, ça oscille entre 80 et 95%. Donc, on est plutôt dans la moyenne. Et quand on interroge un petit peu sur c'est quoi le sens pour vous au travail et qu'est-ce qui pourrait donner du sens à votre travail, ce qui arrive assez vite à 57%, c'est la transition écologique. Avoir un travail qui participe à la transition écologique et sociale, qui a un rôle positif sur la transformation de la société. C'est le fameux impact positif qu'on entend partout, qui est parfois pas très bien défini, mais qu'on utilise aussi faute de mieux. Et ça, c'est tout à fait révélateur de ce qu'on vit. Nous, la manière dont on l'analyse, la crise du Covid, c'est un petit peu, vous connaissez la fable de la grenouille qu'on met dans une marmite d'eau froide, on fait chauffer l'eau et la grenouille, elle ne sort pas, en fait, elle se laisse ébouillanter. On était un petit peu comme ça avant le Covid. On nous a sorti de la marmite, ça c'est les confinements, et après on a essayé de nous remettre dans la marmite d'eau chaude, et là on veut plus y rentrer. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on se dit, en fait, j'ai pris du recul sur tout ce qui se passait, où on en était de la crise climatique et sociale par rapport à notre modèle de société. Tu parlais de l'économie capitaliste classique. Et de se dire, en fait, je n'ai pas envie de re-rentrer dans ce système-là. Et c'est ça, pour moi, ce qui se passe depuis le Covid. Nous, sur la plateforme, très clairement, on l'a vu, on a fait, par rapport à avant le Covid, on a 10 fois plus d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million de personnes par an qui viennent chercher un job à impact positif. On regroupe à peu près 6 000 structures de l'impact. Et on a eu l'an dernier 20 000 offres d'emploi qui étaient sur la plateforme. Sur la partie compétences, en fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que souvent, quand on se dit les métiers de la transition écologique et sociale, on pense tout de suite à ce qu'on peut catégoriser dans les métiers verts, donc des métiers qui sont vraiment type ingénieur spécialiste dans les énergies renouvelables, par exemple, pour en citer un. Mais il n'y a pas que ça. Nous, ce qu'on voit, on a fait une analyse un petit peu des annonces qui ont été publiées sur la plateforme, c'est qu'avant tout, c'est des métiers classiques dans des structures à impact. Tout ce que j'appelle structure à impact, du coup, ça va être toutes les associations, ça va être les startups spécialisées dans l'impact. Ça peut être aussi des entreprises classiques qui créent des départements RSE pour se transformer. Et donc, d'abord,
une association, elle a besoin de comptables, elle a besoin de responsables marketing, elle a besoin de recruteurs de donateurs. Enfin, il y a tout un tas de métiers un peu classiques que vous pouvez faire dans une structure impact. Moi, je faisais du marketing dans une structure classique. Je fais du marketing aujourd'hui chez Jobs That Make Sense, qui est une structure à impact. Donc ça, en termes de compétences, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des hard skills spécifiques pour. Enfin, ça peut être je réutilise mes compétences qui sont transférables et après, je vais plus avoir besoin d'une connaissance sectorielle. Mais comme c'est le cas, quand je vais passer de la banque à l'assurance, même si ceux-là ils sont proches, de la banque au télécom, par exemple. Donc ça, c'est une première catégorie de métiers. Nous, c'est je dirais 50-60% des métiers qu'on voit sur Jobs That Make Sense. D'ailleurs, l'analyse qu'on avait faite, les top 5 des métiers qui sont sur Jobs That Make Sense, c'est de la gestion de projet. Là, il y a plein de compétences transférables. Vous pouvez faire de la gestion de projet à peu près partout. Vous pouvez aussi en faire dans l'impact. C'est tous les métiers du marketing. C'est les métiers du business développement, notamment pour les startups à impact qui ont besoin de grossir. Et après, il y a des métiers un peu plus spécifiques dans le conseil et dans la formation. Donc, la première catégorie, c'est ça. Donc, déjà, un petit peu pour sortir, là, je crois qu'il y a les freins qui s'affichent. Il y a un des freins, c'est j'ai pas les compétences pour bosser dans l'impact. En vrai, vous les avez certainement déjà et ça dépend de ce que vous allez vouloir faire dans l'impact. Deuxième catégorie, c'est toujours des métiers classiques. On va reprendre l'exemple du marketing que je connais bien du coup, mais on va verdir, donc ce qu'on appelle les métiers verdissants, c'est-à-dire on va verdir notre pratique de notre métier actuel. C'est intégrer les besoins de la transformation écologique et sociale dans mon métier. Pour le marketing, ça va vouloir dire ne pas faire de greenwashing, utiliser des canaux d'acquisition qui sont plus responsables. Dans les achats, ça va être mettre en place des process d'achat durables. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les métiers verdissants. Selon l'APEC, c'est 27% des emplois cadres aujourd'hui qui intègrent une dimension écologique. Intégrer une dimension écologique, ça peut être 1% de votre activité, ça peut devenir 90% de votre activité. Et là, vous pouvez être même activiste, c'est-à-dire dire aujourd'hui, c'est 1% de mon activité qui est verdissante et je décide de, moi, mettre une part de plus en plus grosse sur la partie verte de mon métier. Là, du coup, il y a des besoins de compétences spécifiques. Il faut comprendre ce que c'est que le marketing responsable, les pratiques du marketing responsable, des achats durables. Il y a des formations pour. Je crois qu'il y en a chez Ecolearn, des formations courtes notamment. C'est plutôt des formations courtes en général parce que vous avez déjà les bases de connaissances sur votre métier et vous apportez des compléments. Donc ça, c'est une part aussi très importante des besoins des entreprises. C'est d'ailleurs cumulable avec la première partie, c'est-à-dire que quand vous faites du marketing dans une association, vous allez plutôt avoir envie de commencer à faire du marketing responsable plutôt que du marketing classique. Évitez de faire du greenwashing si vous êtes dans une association. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les métiers vraiment verts, donc ce qui est souvent ce qu'on entend quand on parle de transition écologique et sociale. Selon le Shift Project, le plan de transformation de l'économie française, c'est en brut, c'est 1,1 million d'emplois qui doivent être créés, des emplois verts qui doivent être créés. Après, il va y avoir des emplois qui vont être détruits dans le cadre de la transition, mais en net, c'est positif aussi. Et là-dedans, il y a encore deux catégories. Il y a les emplois qui sont dans la transformation des entreprises, pour aider les entreprises à se transformer. Ça va être tous les métiers du conseil et les métiers à l'intérieur des entreprises dans les départements RSE. Donc, je transforme mon entreprise. Là, il y a des besoins de compétences spécifiques qui sont peut-être un peu plus lourds parce qu'il faut avoir la vision globale de ce que c'est que la durabilité dans une entreprise. Et ensuite, il y a vraiment les métiers quasiment techniques. Donc, il y a beaucoup de métiers d'ingénierie là-dedans qui sont spécifiques à la transition écologique et sociale. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure de l'ingénieur en énergie renouvelable. Donc voilà, nous, la vision qu'on a vraiment du secteur de l'impact, c'est qu'il y a tous ces métiers-là là-dedans et qu'on veut donner aux gens la vision la plus large possible de ce que c'est que l'impact, parce qu'on a souvent tendance à se dire moi, je fais du marketing, je ne vais pas devenir demain ingénieur en énergie renouvelable, donc ce n'est pas pour moi, donc je reste dans mon truc classique et je ne suis pas bien parce que je cherche toujours du sens dans mon travail. Donc nous, on a vraiment cette mission-là qu'on se donne d'élargir un petit peu, de renlever les œillères des gens et de dire
Il y a plein de besoins, il y a plein de métiers possibles dans le secteur de l'impact et allez-y. Et il n'y a pas besoin forcément il y a besoin de compétences dans tous les cas. Il n'y a pas besoin forcément de faire une reconversion au sens où on l'entend parfois il faut que je change totalement de métier, de secteur d'activité et que je réapprenne, que je supprime tout ce que je connaissais jusqu'à maintenant et que je réapprenne tout. Merci beaucoup, Fabien. Je me tourne pour la suite vers Sylvie. Et Caroline, je t'inviterai ensuite à répondre à la même question. Sylvie, tu es en contact avec des dirigeants, tu gères des managers de transition à haut niveau. Comment est-ce que tu perçois cette demande de renforcement de compétences? Est-ce qu'il y a des tendances qui apparaissent? Oui, il y a des tendances. Alors, on est au carrefour entre les entreprises qui ont effectivement des besoins pas toujours exprimés et quand on va les chercher sur les sujets de la RSE et de la transition énergétique écologique, c'est vraiment oui, on sait, c'est important, seulement on ne sait pas comment y aller et on n'a pas forcément ni la bande passante ni les ressources pour. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même assez récurrent dans les entreprises, quelle que soit leur taille, grande, petite, PME, start-up. Enfin, on a vraiment ce sujet-là qui est quand même qui revient régulièrement. Et côté manager de transition, puisque c'est quand même notre cœur de métier, le management de transition chez Réseau 137. Juste, je fais une petite parenthèse, nous, on est un bébé Covid, on est né juste avant le Covid, donc la prise de conscience sur la transition énergétique écologique, elle est apparue assez rapidement aussi après notre création. Et l'idée, c'était pouvoir aussi d'accompagner les entreprises dans cette transition énergétique écologique avec des expérimentés, des experts. Quand je dis expérimentés et experts, c'est des personnes qui ont déjà un vrai savoir-faire dans la transformation des organisations et transformation durable. Donc, on s'est intéressé en construisant ce carnet d'adresses des Green Angels à finalement comment ils ont acquis ces connaissances, d'où ils viennent. Et on a fait un constat qui est de se dire oui, il y a une partie de la population qui n'est pas la plus grosse, qui sont ce qu'on appelle, nous, les convaincus depuis toujours, qui sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Et là, c'est forcément des personnes qui viennent des univers de la qualité, des métiers du développement durable d'il y a, j'ai presque envie de dire même des années 80, ça existait déjà, mais pas forcément exprimé sous cette forme-là. Et puis, on a une grosse majeure partie des profils dans notre, encore une fois dans notre écosystème du management de transition, qui, eux, ont ce qu'on appelle les convertis, finalement. C'est des personnes qui, par le secteur dans lequel ils étaient, avec des forts enjeux environnementaux, ont appris en faisant, sans se former forcément, mais on fait sans le savoir du développement durable. C'est un petit peu ce que tu disais aussi, Arnaud. Et ça, c'est une grosse majorité d'individus qui ont, au fil des années, développé des savoir-faire en environnement, en développement durable, sur des volets à la fois qualité, achat, et qui aujourd'hui se disent tiens, j'aimerais bien labelliser tout ça. Et là, il y a un besoin finalement de réconcilier ce qu'ils ont fait avec des formations que je qualifierais de certifiantes. On va y arriver. Et puis, la dernière catégorie de managers de transition, ce sont ceux qui ont pris conscience d'un coup, qui se disent mais où est le sens de tout ce que je fais depuis des années et qui sont en reconversion. Et ça, c'est aussi une catégorie de profils qui émerge de plus en plus aujourd'hui et qui sont dans cette prise de conscience et de remise à plat de finalement le sens de mon job, il va où, dans quel sens et dans quelle direction j'ai envie d'avancer. Et là, il y a une envie de se former véritablement. Et ça, c'est effectivement des profils qui sont de plus en plus nombreux. Pour revenir un petit peu à ce que nous, on peut apporter avec nos Green Angels et qui ils sont finalement, c'est de se dire, on parlait de compétences techniques, pas seulement, on est beaucoup sur les soft skills, on est vraiment très attentif à des savoir-être qui sont inhérents au métier du management de transition, à savoir mener des transformations d'organisation, donc accompagner le changement, la transformation. Ça fait partie de la baseline finalement des soft skills, d'être capable d'avoir cette vision 360 des entreprises, des organisations, d'avoir cette capacité à faire de la controverse, à aller dialoguer, faire de la controverse et challenger un peu les différents acteurs d'entreprise. Et aussi cette
créativité, cette capacité à innover, à sortir un peu des sentiers battus dans la manière de mettre en place des choses et de faire autrement. Tout en étant capable, bien sûr, de faire face aux objections, d'accueillir l'inconnu. Donc voilà, toutes ces soft skills-là, c'est vraiment pour nous les incontournables pour pouvoir mener cette transition énergétique écologique au-delà des expertises techniques qui ne sont pas les seules nécessaires. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup Sylvie. Caroline, est-ce que tu veux compléter ? Oui, bonjour à tous. Alors, on a beaucoup parlé de ces 3 ans et moi, j'ai démarré Birdeo il y a plus de 12 ans maintenant. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans ? Eh bien, à peu près tout, enfin, à part Arnaud et moi, bien sûr, mais, d'un marché de niche, de pionnier, on est passé à un marché qui s'est à la fois professionnalisé, spécialisé, généralisé et qui a été complètement bouleversé. Donc, pour témoigner et renforcer ce que tu dis, c'est vrai que là, on voit que cette urgence à agir, elle touche tout le monde et beaucoup plus qu'avant. Donc, à la fois, tu le disais, les collaborateurs, les candidats, les consommateurs, les financiers. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu passer en décembre, il y a le code de l'AFEP et du MEDEF sur la gouvernance des entreprises qui maintenant impose de prendre en compte la RSE également. Donc voilà, même les actionnaires maintenant sont dans cette urgence d'agir. Alors pour les entreprises, de quoi elles ont besoin ? Elles ont besoin de plein de choses. Elles ont à la fois besoin de dirigeants qui sont capables de redéfinir la performance, que ce soit plus une performance où on vende le plus de yaourts possible, où on prenne des parts de marché à son concurrent. Il s'agit vraiment de pouvoir définir une performance financière qui sera au service d'une performance sociale et environnementale. Et aujourd'hui, un directeur financier qui ne sait pas faire ça, je ne sais pas comment il va pouvoir continuer à faire son métier très, très rapidement. On a besoin aussi de managers pour piloter, pour encadrer, donc des managers avec une double casquette. Donc, on en a parlé aussi, qui auront ce métier marketing et économie circulaire, par exemple, achat et RSE. Et puis, on a aussi besoin de spécialistes, donc des gens qui vont être spécialisés en éco-conception, qui vont être spécialisés en reporting extra-financier ou en droits humains, par exemple. Alors après, la question, c'est comment est-ce que tout ça s'organise ? Comment est-ce qu'on fait puisqu'on n'a pas tous été formés dès le départ à tous ces sujets-là et puis on n'a pas, comme tu le disais, forcément ce mindset et ces soft skills. Donc nous, chez Birdeo, People for Impact, on est de plus en plus souvent sollicités sur comment on organise ces compétences, comment on organise la distribution. Alors, à la fois, on peut, et c'est nécessaire, sensibiliser, former et toujours continuer à former. Enfin, je pense que c'est bien de se former une fois, mais ça évolue, donc faut vraiment le faire en permanence. Après, on peut faire appel à du recrutement externe. Donc ça, c'est du moyen terme, ça prend du temps. Et puis, pour accélérer, on peut aussi faire appel à des experts freelance ou des managers de transition très seniors, donc que ce soit avec Réseau 137 ou People for Impact, mais ce sont des gens qui vont pouvoir aussi donner un grand coup d'accélérateur pour pouvoir transformer. Et puis, il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont besoin de jongler entre tous ces leviers qui sont possibles, la sensibilisation, la formation en interne, faire évoluer les gens, recruter en CDI, faire appel à des experts freelance. Et moi, une évolution que je vois vraiment sur cette dernière année qui était possible avant, mais qui était plus complexe et plus longue, ce sont les gens qu'on appelle alors en reconversion. Alors ce mot n'est pas forcément très joli parce qu'on a fait des choses avant, on vient avec son bagage, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus
facile et accessible d'arriver avec son métier, son expérience, sa connaissance d'un secteur d'activité, de toutes les soft skills qu'on a acquis avant, et puis de se former sur ces sujets pour pouvoir faire avancer les entreprises là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On va maintenant passer un temps de questions croisées. Sentez-vous libre de prendre la parole. Avec une première question, on a déjà pu l'évoquer avec vos prises de parole autour des compétences techniques et parfois des compétences plus comportementales dont tu parlais, Sylvie. La question est la suivante, c'est aujourd'hui, selon vous, quelles sont concrètement les nouvelles compétences qui sont recherchées suite aux évolutions dont on vient de parler dans cette première partie de plénière? Je reprends la parole. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un socle commun qui est nécessaire. Déjà, il faut quand même avoir une solide connaissance et compréhension de ce qu'on va appeler la durabilité en général, c'est-à-dire être capable de comprendre ce que sont les 9 limites planétaires, la théorie du donut, les ODD, donc les objectifs de développement durable. Ça, c'est quand même des choses, ça ne s'invente pas. Donc, il faut comprendre ça. Ensuite, il faut savoir conduire le changement. Donc ça, tu en as parlé parce que ça reste de la conduite de changement. Il faut aussi savoir travailler en coopération et en coopétition. Donc, la coopétition, c'est un mot qui mélange collaboration et compétition, hein. C'est-à-dire être capable de travailler en coalition pour trouver des solutions ensemble. Un exemple, le monde de la cosmétique, aujourd'hui, les grands acteurs de la cosmétique travaillent ensemble pour avoir pour utiliser le moins de déchets possible dans les différents packaging qu'ils utilisent. Ils sont tous concurrents, pourtant ils essayent vraiment d'avancer ensemble. Ça, c'est aussi quelque chose de particulier, que moi, je n'ai pas appris en école de commerce, par exemple. Après, il faut aussi savoir travailler en réseau. On ne peut pas être expert de tout, c'est impossible. Il faut aussi avoir cette compétence d'être en permanence en veille, de s'informer et puis de continuer à se former. Il faut savoir aussi travailler en ce qu'on appelle test and learn, parce que les solutions, on les connaît pas toutes, c'est très complexe, donc il faut être capable de pouvoir avancer sur quelque chose et avoir l'agilité de se dire c'est pas la bonne solution, on réadapte. Et je crois aussi qu'il faut quand même du courage, de la persévérance, parce que même si on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut agir, dans la réalité, on ne va pas vous dérouler le tapis rouge quand vous allez proposer des solutions. Et puis, il faut aussi beaucoup d'humilité face à la complexité des enjeux, parce qu'à nouveau, quand on fait quelque chose, on n'est pas sûr que ça marche tout de suite, donc faut être très agile. Voilà. Merci Caroline. Je peux embrayer. Alors, je partage évidemment tout ce qui vient de dit, mais pour apporter un regard complémentaire, ce que je perçois, c'est qu'il y a peut-être différentes marches. En tout cas, c'est comme ça qu'on analyse aussi les besoins qui nous sont faits en termes de formation. Mais il y a plusieurs marches et plusieurs degrés graduels de compétences qui sont demandés pour travailler sur ces questions-là. La première, et tu l'as bien dit, c'est vraiment la grammaire, c'est les aspects très opérationnels. Donc, la première demande qui nous est faite en général, c'est boîte à outils, méthode, évidemment compréhension du B à bas, effectivement, les limites planétaires, le donut sont des must-have. Et après, ça se traduit aussi par des besoins de méthode. Donc, comment on fait une analyse de cycle de vie, comment on établit une stratégie carbone, comment on va mettre en œuvre les conceptions dans l'entreprise, comment on répond à la future loi CSRD de reporting extra-financier, etc., etc. Donc ça, c'est en général la première méthode, la première demande qui nous est faite, et c'est assez naturel parce que c'est en général comme ça que s'expriment les besoins en entreprise aussi, c'est qu'on a une exigence réglementaire ou opérationnelle et il s'agit de déployer des moyens, des outils pour y parvenir. Je pense que c'est largement insuffisant parce que vient s'y ajouter une deuxième marche qui est une marche d'ordre de la vision, c'est-à-dire que les éléments de développement durable vont avoir une puissance de transformation importante sur les modèles économiques des entreprises.
ces enjeux de climat, de biodiversité, de diversité, etc., vont impacter profondément, enfin c'est mon intuition, les modèles économiques des entreprises à travers des risques, mais aussi des opportunités. Il suffit de prendre l'exemple de Total et vous comprendrez ce que je veux dire. Mais beaucoup d'entreprises vont être confrontées à des décisions structurantes sur comment réorienter son activité, son modèle d'affaires, son modèle de création de valeur. Et cette dimension beaucoup plus, j'allais dire stratosphérique, mais haute dans la compréhension des enjeux est indispensable d'être maîtrisée pour engager l'évolution des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, sur les 5-10 prochaines années. Et je ne connais pas une entreprise, alors à des degrés évidemment qui sont très, très différents. Il y a des entreprises qui sont en risque en péril de mort. Il y en a d'autres où, au contraire, ils vont être exposés à des opportunités immenses. Et puis, il y aura un ventre mou d'entreprises qui auront des adaptations à faire pour être mieux alignées avec les enjeux environnementaux et sociaux. Mais toute entreprise, quelle qu'elle soit, va devoir intégrer cette nouvelle donne qui, encore une fois, ne s'exprimait pas aussi fortement. Alors, le contexte existait. Enfin, je ne dis pas que le changement climatique est nouveau, mais ces éléments de contexte ne s'exprimaient pas au chapitre de la lecture stratégique d'entreprise. Et ça, c'est un élément nouveau, il va falloir intégrer. Et donc, il y a cette deuxième marche de formation à la compétence de maîtrise de la vision et des éléments de transformation d'une entreprise. Et puis, il y a une troisième marche, je pense, qui est très importante et qui est assez inédite, je trouve, dans l'histoire économique récente. Alors, on fait beaucoup l'amalgame, enfin la comparaison entre digital et durable, en disant que finalement, c'est deux formes de transformation assez puissantes qui ont des manifestations assez équivalentes. Il y a beaucoup de vrai, mais il y a une différence, à mon avis, notable, c'est cette troisième marche qui est la question du sens. Et le durable a cela pour lui, contrairement au digital, je trouve, qu'il impacte la question du sens, et tu l'as très bien dit Fabien, le durable nous interpelle collectivement et individuellement sur le sens de ce que nous faisons et le sens de nos choix collectifs de société, de modèles économiques, de modèles comportementaux, etc. Et cette question du sens, pour moi, reprendre cette troisième un peu et ultime marche, il va falloir faire cet effort de prise de recul et d'interpellation de son comportement individuel et collectif sur comment il faut réorienter notre organisation, notre mode de management, notre leadership, en tenant compte de ces nouvelles valeurs, de ces nouveaux comportements. Alors, tu as cité un très bon exemple, c'est cette question de la coopération. Effectivement, aujourd'hui, les entreprises sont majoritairement dans un domaine de compétition. Et à partir du moment où il va falloir trouver collectivement des solutions pour solutionner justement les enjeux de changement climatique, de biodiversité, de pression sur l'eau, la donne est tout à fait différente et on s'aperçoit que c'est impossible d'apporter des solutions sans passer par une étape de collaboration, même avec des acteurs qui sont dans le champ concurrentiel. Et de la même façon, dans les comportements individuels, quand on est dirigeant d'entreprise, et ça je pense que tu pourras en témoigner, mais la donne est complètement différente. Il va falloir se poser la question de la bienveillance en entreprise, envisager de nouvelles formes de coopération qui seront probablement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, de se poser la question du mode d'entraînement des équipes, et un problème, je trouve, assez fondamental de cohérence et d'exemplarité qui doit être transmis par les dirigeants. Donc on a parlé par exemple cet été beaucoup des jets privés, mais comment entraîner des collaborateurs d'une multinationale quand soi-même on s'autorise à faire des excès et à avoir des comportements qui ne sont absolument pas alignés par rapport aux contraintes de changement climatique. Donc là, ce sont des exemples assez triviaux, mais fondamentalement, voilà, il y aura cette réflexion, cette introspection, j'ai presque envie de dire, sur comment nos fonctionnements d'entreprise, encore une fois individuels et collectifs, doivent être modifiés pour être en totale adéquation et alignement avec les questions soulevées par la durabilité. Non, je veux juste compléter sur la comparaison entre le digital et la durabilité, parce qu'effectivement, il y a cette question du sens. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que le digital, la réglementation lui court après. La durabilité, c'est quand même aussi la réglementation qui nous aide beaucoup. Ça, il faut quand même le reconnaître. Ce que je voulais rajouter par rapport à la notion de compétence et de soft skills qui n'a pas été encore abordée, c'est cette notion de transmission de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est pour moi essentiel aussi d'avoir cette capacité, cette envie de transmettre dans tous ces projets de transformation durable. Ça fait partie des soft skills clés
pour pouvoir faire avancer les sujets, accélérer les transformations d'organisation. Les managers de transition, je reviens beaucoup là-dessus, parce que c'est quand même notre cœur de métier, sont dans le faire, dans l'action. Ils ont des modes d'action bien identifiés, ils sont capables de dialoguer, de faire dialoguer l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est ces notions aussi de communication qui sont clés, cette capacité à identifier très rapidement les leviers, les enjeux et à mettre en place, à faire avec les équipes chez les clients. Donc, on revient sur cette notion de coopération qui est éminemment transverse. Et nous, l'idée, c'est aussi de travailler avec des task force qui vont aller renforcer les CODIR sur des temps impartis, aux côtés, travailler avec eux pour justement infuser auprès des équipes. Merci Sylvie. Je vous propose d'avancer. Sur la slide suivante, nous allons vous présenter justement autour de cette question de la compétence durable une étude qui est menée par Ecolearn en collaboration avec AEF Info et Talents for the Planet sur les compétences durables justement et leur développement dans l'entreprise. Nous avons publié une première version de ce baromètre l'année dernière. Nous avons réactualisé le questionnaire et sommes en phase de diffusion. Si vous souhaitez y participer, vous recevrez le lien pour le remplir. C'est une étude que nous souhaitons publier annuellement pour suivre au plus près ces tendances. Vous recevrez également l'édition 2022. Je ferme cette parenthèse et Arnaud, je te laisse la parole quelques minutes pour parler de la pédagogie Ecolearn et des formations qui sont associées au thème de cette plénière. Oui, sachant que je crois qu'on a prévu des questions-réponses avec la salle. Exactement, ça viendra juste après. Alors, ouais, je vais faire de mémoire ce que je ne vois pas les slides. Je vais être bref, parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà les solutions apportées par Ecolearn et on va avoir le temps aujourd'hui d'approfondir les différentes facettes de notre portefeuille. Donc, pour mémoire, donc Ecolearn, on est un bébé Covid aussi. On est né en 2020, donc on va fêter nos 3 ans aujourd'hui. Un organisme de formation, alors très tourné vers le digital, même si on réalise des actions de formation en présentiel. Et pas plus tard que demain, on a une formation dans cette salle avec quelques personnes que je reconnais qui autour d'une masterclass qui forme les futurs directeurs développement durable. Et on s'adresse à la fois aux populations de professionnels, de particuliers qui veulent se former dans une volonté d'accéder à des nouveaux postes ou alors de reconversion, même si je trouve qu'effectivement le terme est toujours un peu maladroit. Mais voilà, des personnes qui s'interrogent sur le sens de leur parcours professionnel et qui veulent accéder à de nouveaux métiers ou de nouveaux profils. Et puis, on s'adresse aussi au monde de l'entreprise et on dispense des formations pour ces entreprises. Alors, pour les particuliers, donc, vous le voyez, on a à la fois des formations en ligne et présentielles. Et je le présenterai en slide d'après. On propose aujourd'hui des solutions sur différentes composantes, différents métiers, différentes thématiques. Donc, sur la pédagogie digitale, je ne vais pas insister, mais voilà, on a eu l'occasion de développer en 3 ans pas mal de savoir-faire pour rendre ces formations le plus opérationnelles possible, le plus efficace possible. Et elles ont pour elles, alors ça, c'est aussi une des conséquence du Covid, c'est que le Covid a eu quand même la force d'imposer la question de la formation en ligne et d'en faire un élément de transmission assez important, ce qui était moins le cas auparavant. Il y a une pédagogie associée qui l'y accompagne, mais ça apporte aussi beaucoup d'avantages et notamment d'être très compatible avec les rythmes de travail traditionnels des professionnels. Et puis, on propose aussi des masterclass qui ont le rôle d'être en approfondissement sur des métiers bien ciblés. Donc, on propose des masterclass pour les postes de direction, développement durable, et les personnes qui veulent accéder à des postes d'accompagnateurs, de consultants freelance en développement durable en particulier, où là, l'objectif, c'est vraiment d'acquérir des compléments de méthode et d'accéder aussi à un savoir qui est très diffus aujourd'hui et de toucher du doigt des bonnes pratiques, des experts en vous les présentant et en les confrontant. Et puis, dans le monde de l'entreprise, on va être beaucoup plus en mesure de faire des programmes sur mesure en tenant compte du contexte d'entreprise et en trouvant l'équilibre juste entre le temps digital et l'animation en présentiel. En termes de portefeuille d'offres, je vais être très bref et après on laissera les questions à la salle. Donc, on a commencé à développer la première année, les premières 18 mois, des formations plutôt d'expertise au développement durable autour de différentes cibles. Donc, la cible des experts, des responsables et directeurs développement durable, mais également des dirigeants d'entreprise,
et aussi des consultants, et puis une formation assez généraliste d'acculturation à ces sujets-là dans l'entreprise. Et puis, à partir de ce centre, donc c'est le cœur de cette fleur, on a développé progressivement des formations destinées à couvrir des métiers ou des thématiques bien particulières. Donc, on a lancé l'année dernière une formation autour du climat et comment établir une stratégie climat en entreprise, et également des formations pour les métiers des acheteurs, dont on va reparler ce matin, et qu'on a complété progressivement. Donc, on va lancer très prochainement une formation sur les métiers du social et la dimension sociale du développement durable dans l'entreprise. On lancera également des formations sur la finance, et la première qui sortira sera une formation, la CSRD, qui sera suivie d'autres formations expertes à la taxonomie et d'autres. Et puis après, ce chapeau sur le nouveau rôle du directeur financier des équipes financières d'entreprise. Et puis, on travaille également sur une formation pour les métiers de l'ingénieur et comment les ingénieurs, à travers les outils de maîtrise de la production, de la conception, doivent appréhender différemment le développement durable. Et puis, progressivement, il faudra qu'on passe aussi par la case du marketing, de la communication. Les sujets de biodiversité sont également importants, etc. Donc, on complétera progressivement ce portefeuille. Je crois que c'était la dernière slide. Donc, je te laisse. Oui. Nous allons pouvoir passer au temps de questions-réponses avec vous. Nous allons faire circuler un micro dans la salle. La parole est à vous. Puis on a peut-être des questions en ligne aussi. Oui, je vois une question dans le fond à gauche de la salle. Le micro arrive. Bonjour, j'ai deux questions. Dans vos présentations, vous parlez souvent des grandes entreprises, conseils d'administration, etc., ou des startups. Vous n'avez pas une seule fois évoqué le mot de PME. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je vous rappelle, 150 000 PME en France, quand même. Et deuxième question, qu'est-ce qu'un impact positif? Si je peux me permettre, je fais une provocation là-dessus. Voilà, parce que je pense qu'il y a à peu près tout et n'importe quoi de raconter là-dessus. Pour moi, c'est plus un slogan marketing, plus qu'une définition, je dirais, scientifique de ce terme. Y a-t-il besoin de répéter la question? Alors, je vais répondre à la première question sur les PME et les ETI, je vais ajouter, et je laisserai des spécialistes répondre à la deuxième. Donc moi, j'ai démarré il y a 12 ans, et c'est vrai qu'au départ, ces sujets, c'était, et tu l'as évoqué, c'était principalement des sujets qu'on évoquait dans les très grandes entreprises, ou alors dans ce qu'on appelle des purpose companies, c'est-à-dire des entreprises qui se sont créées, et tu l'as évoqué aussi, avec un but social et ou environnemental. Je vois vraiment une évolution au niveau des grosses PME et des ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, depuis environ 2 ans. Donc, à la fois, il y a une réglementation qui commence à les toucher, et notamment avec la CSRD qui va les toucher encore plus. Donc, la réglementation, c'est quand même souvent une porte d'entrée. Alors après, il y en a qui se contentent de faire tick the box, comme on dit, et puis il y en a qui découvrent, entre guillemets, le sujet, et puis qui vont complètement se transformer. Il y a les fonds d'investissement aussi qui boostent aussi beaucoup les PME et les ETI, dans le sens où quand ils prennent des participations, il y en a de plus en plus qui leur demandent aussi d'avoir des choses qui se font sur le sujet. Donc les PME et les ETI, c'est assez récent, mais en tout cas, il y a une vague très forte non seulement de prise de conscience, mais d'action sur le sujet. Et ce qui est assez intéressant pour a priori la population qui est là, c'est que c'est quand même ce sont quand même des typologies d'entreprises qui sont à même d'intégrer des profils qui sont, j'aime pas ce terme, mais en reconversion. C'est-à-dire, il leur faut des gens qui soient assez seniors, qui aient travaillé en entreprise, qui aient un background, mais elles vont pas forcément demander 10 ans d'expérience sur le sujet. Des fois, une bonne formation plus le reste, ça suffit.
Et sur la question de l'impact positif, vaste question. J'adorerais avoir une définition précise et il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement une notion marketing, même si c'est très utilisé par les marketeurs et que ça peut être très utilisé par des personnes qui veulent faire du greenwashing. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est assez individuel, la vision qu'on peut avoir de l'impact positif, parce qu'on va avoir des sensibilités différentes chacun. On a essayé, nous, d'avoir une définition claire de l'impact. C'était la première mission que j'ai eue quand je suis arrivé. Et au début, je voulais le raccrocher aux ODD, aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et très vite, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant parce qu'un des objectifs de développement durable, c'est de fournir un emploi décent à tout le monde. Dassault peut fabriquer des armes et créer de l'emploi. Du coup, être à impact positif si on prend cette définition-là. Donc ça ne marche pas. Après, on s'est dit, peut-être que il faut avoir une définition type c'est uniquement les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Là, on va être un peu restrictif et en même temps trop large parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a tout un tas de mutuelles, les banques qui sont pour beaucoup mutualistes, qui ne sont pas forcément ce qu'on pourrait entendre par impact positif, c'est-à-dire qui ont une volonté de transformation de la société. Donc ça ne marche pas non plus, cette vision-là. Et l'économie sociale et solidaire, ça exclurait aussi, par exemple, des startups ou des PME à impact qui n'ont pas fait la démarche de rentrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Donc nous, aujourd'hui, on a plus une définition assez large de l'impact qui peut ne pas satisfaire tout le monde, mais où on se dit, après, vous allez pouvoir affiner et dire, ça, pour moi, c'est de l'impact et ça, c'est pas de l'impact. Donc on a plusieurs catégories de structures. Le cœur des structures, c'est toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les associations notamment, dont l'objectif, tu parlais de Purpose Company, c'est ça, dont l'objectif, la raison d'être, c'est de transformer leur activité ou la société. C'est ça la définition qu'on pourrait se risquer à avoir. Donc ça, c'est un peu le cœur des entreprises qu'on a sur la plateforme. Ensuite, il y a des entreprises qui créent des produits qui sont plus responsables, mais n'empêche que ça crée des produits, donc ça pollue. C'est-à-dire, si on fait de la cosmétique durable, on crée quand même des produits cosmétiques. Donc on pollue, on va peut-être moins polluer que L'Oréal, par exemple, on va polluer quand même. N'empêche que c'est plus positif que L'Oréal, donc on les met aussi dans le panier. Il va y avoir tout ce qui est l'éducation et la sensibilisation aux enjeux de l'environnement et du social, qui est une catégorie à part entière parce qu'il y a énormément de besoins. On parlait de gestion du changement, il y a énormément de besoins de compréhension de cet écosystème. Et du coup, il y a beaucoup d'emplois autour de ça. Il va y avoir aussi tout ce qui est le public. Le public, par définition, c'est de l'impact positif parce qu'on est là pour le bien commun, pour servir le bien commun. Donc, on peut le rentrer quelque part dans l'impact positif. Peut-être que moi, je vais dire, non, moi, je veux exclure les emplois publics, mais on pourrait avoir quelqu'un d'autre qui dit, non, moi, tous les emplois publics, pour moi, c'est de l'impact positif. Et on a aussi, et ça, c'est le sujet le plus compliqué, les grandes entreprises qui ont des départements RSE. Et là, on a une population sur Jobs qui est assez divisée entre des gens qui vont nous dire, pour moi, c'est hors de question de bosser dans une grande entreprise, je veux bosser que dans une entreprise purement de l'économie sociale et solidaire ou qui a un but vraiment de transformation de la société. Il y en a d'autres qui vont dire, au final, travailler, je vais prendre un gros mot, chez Total et être dans un département RSE chez Total et essayer de faire bouger de 0,0001% cette boîte, ça a peut-être plus d'impact que d'être à fond dans une structure qui se crée et qui va peut-être jamais émerger. Et les deux sujets, Total, c'est un peu un cas particulier en France, mais les deux sujets s'entendent. Donc nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est donner les moyens à tout le monde de faire des choix en conscience sur quelle est votre définition à vous de l'impact. Donc, je ne veux pas donner l'impression de me défausser en disant ça, mais en fait, on n'arrive pas à avoir une définition, clairement, on n'arrive pas à avoir une définition très précise de l'impact aujourd'hui. Et j'espère qu'on parlait de coopétition, qu'on saura tous ensemble la créer au fur et à mesure et créer des normes sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et je pense que c'est un vaste sujet à créer, à construire.
Merci Fabien. Je vais quand même ajouter un mot parce que je suis très content de cette question. Merci de l'avoir posée sur l'impact. Et je ne vais pas refaire ta réponse qui était très claire. Mais juste pour apporter une précision, c'est que la situation actuelle a cela de très paradoxal, c'est que la définition de ce qu'on doit faire n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et de par le côté un peu secondaire qui a été jugé des enjeux de développement durable ces dernières décennies, il n'y a pas eu de développement de pensée suffisamment avancé aujourd'hui pour permettre de dire voilà le mode d'emploi. Donc, et la taxonomie, qui est aujourd'hui probablement l'outil réglementaire qui est censé répondre à cette question, qui est la taxonomie, c'est la grammaire de la durabilité. C'est de se dire quelles sont les activités durables ou pas. Elle est incomplète. Aujourd'hui, elle couvre très, très peu de champs d'activité. Et donc, aujourd'hui, schématiquement, on ne sait pas dire qu'est-ce qui est un axe de travail, une activité durable ou non durable. Et donc, on est dans une situation où on sait qu'on doit changer. On sait qu'on a une pression extrêmement puissante pour aller vers quelque chose d'autre parce que ne serait-ce que les risques climatiques nous le démontrent été après été. Et pour autant, on ne sait pas vers où aller. Donc, il va falloir qu'on soit très inventif et très réactif pour trouver une solution collective rapidement parce qu'on n'a pas des décennies pour engager la transformation et pour aller dans une direction qu'on visualise encore assez mal. Donc, c'est un challenge assez intéressant, je dois le reconnaître. Merci Arnaud. Sylvie, est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? Oui, pour revenir au sujet des PME, des ETI, clairement, c'est notre cœur de cible dans l'approche d'accompagnement à la transformation durable. Les grands groupes ne nous ont pas attendus. Certaines entreprises sont déjà bien avancées au niveau des ETI par leur secteur, par leur activité. Et je rejoins Caroline, c'est vraiment une grande tendance depuis 2-3 ans maintenant sur ce sujet de la transformation durable. Je vois qu'il y a un timekeeper qui nous annonce qu'on n'a plus que 5 minutes, donc je vais laisser une chance à une autre question. Bonjour et merci pour l'invitation et cette plénière. Vous avez évoqué la formation des dirigeants, COMEX, conseil d'administration comme élément clé essentiel de la transformation. On imagine que cette formation, elle est sur mesure, basée sur des workshops, mais j'aimerais beaucoup avoir votre éclairage sur comment on adresse ce sujet. Je vais répondre. En réalité, c'est une vaste question parce qu'il n'y a rien de plus compliqué de former des dirigeants à ce type de sujet. Et en toute franchise, on apprend expérience après expérience. Il faut savoir qu'on est parti d'une situation où ce type de solution n'existait tout simplement pas sur le marché. Et d'ailleurs, le besoin n'existait tout simplement pas il y a encore 18 mois. Donc, on apprend en marchant. Donc, j'aurais pas le temps de présenter en détail toutes les particularités, mais oui, c'est forcément sur mesure. Parce que ça s'inscrit forcément dans un contexte d'entreprise et dans un enjeu géopolitique interne qui est tout à fait particulier. Deuxièmement, c'est compliqué dans le sens où il y a une sous-estimation de la quantité d'informations et de la profondeur de l'interpellation qui va en découler. Je veux dire par là que on a souvent l'impression, alors les COMEX, j'en ai fréquenté quelques-uns, ont souvent l'impression que voilà, on a une présentation de 2 heures et une note d'une page, on va comprendre. Et je peux vous dire qu'il y a bien un sujet sur lequel ça suffira pas, c'est bien la question du développement durable. Parce que déjà, rien que de maîtriser la masse des informations sur toutes les thématiques du développement durable, parce que il y a le changement climatique, mais il y a aussi la biodiversité, et puis il va y avoir aussi la raréfaction des ressources, et puis il va y avoir les enjeux sociaux, etc. Donc rien que de maîtriser les différentes dimensions du développement durable, ça prend un petit peu de temps. Et puis après, il va falloir tirer le fil de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon entreprise ? Et donc, un des enseignements qu'on a tirés de nos expériences préalables, c'est que la question de la temporalité est clé. Donc, il y a une phase d'apprentissage que d'ailleurs, et je fais de la publicité pour eux parce qu'ils ont bien travaillé, la Convention des entreprises pour le climat, elle avait bien compris. Et d'ailleurs, ils ont proposé un accompagnement sur 10 mois qui, je pense, est nécessaire. Alors, on peut faire un petit peu accélérer en entreprise, mais la question de la temporalité est clé. Et il y a des jalons, il y a des étapes de compréhension à dépasser. Et schématiquement, nous, ce qu'on propose, et je m'arrêterai là après, c'est qu'il y a une première étape qui est très émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut casser les prérequis, enfin pardon, les préjugés. Et puis, il faut comprendre aussi que derrière ces questions de développement durable, on remet en question
les codes de reconnaissance de la performance de ces 30 dernières années. Donc ça, il faut le casser. Il faut que les dirigeants comprennent que oui, pendant 30 ans, ils n'ont été pas forcément dans la même direction, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été mauvais, ça veut dire que simplement, on demande autre chose aujourd'hui. Et ça renvoie très, très personnellement à des acceptations. Enfin, il y a une phase de déni en fait, qu'il faut dépasser. Donc, cette première phase, elle est importante. Après, il y a une deuxième étape qui est d'apporter la connaissance et de toucher du doigt la dimension scientifique, méthodologique de ces dimensions, enfin, de ces sujets-là, et de permettre l'appropriation au contexte d'entreprise, de façon à faire naître une ébauche de vision stratégique pour l'entreprise. Et puis après, il y aura une dernière étape qui va être la mise en œuvre, où là, qui va être plus opérationnelle et traditionnelle, où là, on engage une transformation qui peut s'étalonner sur plusieurs durées. Mais tout ça est un schéma assez compliqué et ne pensez pas qu'avec une fresque et un séminaire d'une journée, vous aurez une solution. Merci Arnaud. Les échanges ont été passionnants et comme souvent, le temps file. Nous allons donc terminer ici notre plénière. Merci d'avoir participé. Les échanges pourront se poursuivre bien sûr en off, une fois que nos intervenantes auront quitté la scène. Pour les personnes qui ont partagé leurs questions en digital, nous reviendrons aussi vers vous ultérieurement pour répondre à vos questions. Merci d'avoir participé. Vous recevrez pour les inscrits le lien replay de cette conférence. Vous recevrez également le catalogue de formation complet d'Ecolearn et, nous le mentionnions juste avant, l'étude sur le besoin en compétences durables des entreprises édition 2022, ainsi que le lien vers le questionnaire si vous souhaitez vous-même y répondre. Merci d'avoir participé. Dans la suite de notre programme, que vous verrez s'afficher à l'écran tout de suite, nous allons avoir une nouvelle table ronde qui commencera dans 15 minutes sur le thème « Devenez expert de la durabilité » où nous aurons 3 témoignages d'alumni Ecolearn qui ont trouvé ce job en or, on pourrait le formuler comme ça, qui est porteur de sens pour elles, pour eux, et ils nous expliqueront en quoi la formation a aussi pu les aider dans ce parcours. Merci beaucoup d'avoir participé et bonne suite de journée.